Je remercie Madame la députée de la Pisacalion pour l'initiative de cette conférence et pour cette invitation qui nous permet d'évoquer à nouveau ce sujet si complexe qu'est l'avortement. Je suis extrêmement honorée de pouvoir animer cette rencontre au Parlement, lieu dans lequel se tenait il y a 43 ans une femme qui se voulait être la porte-parole des femmes en détresse, Simone Veil. C'est aussi en tant que femme sensible à la détresse de ces mêmes femmes à qui Simone Veil s'adressait que je me tiens aujourd'hui devant vous, mais aussi et surtout en tant que porte-parole de plusieurs milliers de personnes qui se mobilisent annuellement pour défendre la vie à naître et pour aider ces femmes à sortir de cette détresse qui les pousse à commettre un acte qui les détruira à jamais. Je pourrais vous citer IVG.net, la Maison Marthe et Marie ou encore SOS Femmes Enceintes, associations qui aident au quotidien ces femmes en leur apportant l'aide matérielle, psychologique ou financière nécessaire pour subvenir à leurs besoins. Ces associations ont déjà réussi à sauver plusieurs centaines d'enfants grâce à leur dévouement. Contrairement à ce que Simone Veil pensait, l'avortement est loin d'être une solution qui aide les femmes à sortir de cette détresse. Et ses promoteurs mentent quand ils tiennent de tels propos. Il suffit d'écouter les femmes parler de leur avortement, de ces heures dramatiques et douloureuses, traumatisantes durant lesquelles leur enfant est éliminé. Malheureusement, en France, comme dans d'autres pays européens, la promotion de l'avortement est le résultat d'un travail idéologique de certains groupes politiques auxquels appartiennent le planning familial. Ces groupes sont bien souvent financés par de grandes fondations extra-européennes pour faire un travail d'influence politique et juridique. Ils présentent cet acte comme étant un droit fondamental pour les femmes à disposer de leur corps face aux violences conjugales, face à la détresse financière ou psychologique. Ils prétendent aider ces femmes et pourtant, nombreuses sont celles qui viennent nous voir après avoir commis l'irréparable. Ces femmes qui étaient en bonne santé nous reviennent dépressives, brisées et parfois même suicidaires. Je pense notamment à Cindy, qui a avorté sous la pression de son petit ami et de sa famille et qui aujourd'hui le regrette tous les jours. Mais comment voulez-vous qu'un organisme fondé en grande partie sur la volonté de purifier la race humaine des tares et des maladies par les féministes eugénistes du 19e siècle devienne un hospice pour les femmes en détresse? En effet, n'oublions pas que le planning familial est l'héritier de Margaret Sanger, de Stella Brown ou encore de Maria Stopes, qui ont inventé l'avortement eugénique. Les origines non dites de cette idéologie de l'avortement poursuivent comme une ombre ceux qui propagent encore l'avortement à un tel point qu'ils sont dans l'incapacité d'établir des arguments solides permettant de justifier cet acte. Parfois même, certains justifient de nouveau l'avortement pour éviter la surpopulation de notre planète, pour éviter de produire de nouveaux pollueurs et consommateurs. D'autres, comme Alban Gaillot, en France, suivent le chemin de Simone Veil, en expliquant que la détresse financière ou les problèmes conjugaux d'une femme se résoudront en éliminant l'enfant qui se trouve en elle. Comme si l'avortement avait déjà permis de résoudre des problèmes financiers d'une femme seule ou les problèmes d'un couple. Leurs propos sont si radicaux qu'ils refusent même toute discussion avec nous. L'avortement est devenu ainsi la pierre de touche de certaines de nos institutions politiques. Le dernier exemple est celui d'Emmanuel Macron, qui souhaite inscrire dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne le droit à l'avortement, comme étant un droit fondamental pour les femmes. Pourtant, c'est ce même président qui affirmait en novembre dernier, devant les médias, qu'il était opposé à l'allongement de l'avortement, parce que c'était un véritable traumatisme pour les femmes. Ce qui lui a valu d'ailleurs une foudre de critiques de toutes parts. Malgré tous les témoignages que nous font les femmes ayant subi un avortement, malgré la résistance de nombreux médecins qui refusent de plus en plus à pratiquer cet acte, certains gouvernements s'obstinent à vouloir plus d'avortements, comme par exemple Olivier Véran, ministre de la Santé, ou encore la députée Alban Gaillot, notamment pendant le confinement, et exercent une forte pression autant sur les femmes que sur les organisations de prévention. Comme si aujourd'hui, être une femme émancipée et libre nécessitait d'avoir recours à l'avortement. Le planning familial intervient auprès des écoles, des collèges et lycées pour en parler, comme si, encore une fois, c'était une priorité pour les collégiens que d'avoir recours à l'avortement. L'avortement n'est pas un acte anodin, mais parce qu'il touche à l'intimité d'une femme, à l'essence d'un couple, parce qu'il touche à l'identité de l'humanité à laquelle nous appartenons tous, il est toujours extrêmement complexe de parler d'avortement. Non pas qu'il soit difficile d'évoquer ce sujet dans un si beau cadre, mais parce que nous savons que chacune de nos paroles auront un impact auprès de cette femme hésitante qui nous écoutera. Parce que nous savons que chacune de nos paroles évoqueront un drame qui se déroule chaque jour dans le monde, dans nos nations, à quelques mètres de nous. Mais il nous est toujours possible d'espérer quand on constate que plusieurs centaines de milliers de jeunes se lèvent aujourd'hui pour aider ces femmes concrètement et pour défendre la vie de celui que certains gouvernements européens jettent sans remords dans une poubelle. Avorter, c'est tuer un enfant qui aurait pu devenir un homme ou une femme comme vous et moi.
Il est donc urgent de proposer une politique résolue de prévention de l'avortement en Europe. Ce sera l'objet de notre conférence. Prévenir l'avortement, c'est mettre en lumière des lobbyistes de l'avortement au Parlement européen, devant la Cour européenne des droits de l'homme et devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est montrer les méthodes de ces groupes de pression et la manière dont ils instrumentalisent les institutions pour capturer au service de leur cause. Bien souvent, ces groupes sont financés par de grandes fondations extra-européennes, faisant peser un risque d'ingérence étrangère sur nos politiques européennes. Prévenir l'avortement, c'est aussi montrer qu'avorter n'est pas un droit de l'homme et qu'une politique humaine et responsable de soutien aux femmes en détresse devrait être mise en œuvre. Je vous remercie, Dr Pupinck. Je tiens à remercier encore les personnes qui ont participé à cette belle et enrichissante conférence, en particulier Madame la députée de la Pisa-Carrión qui a organisé et qui préside cette conférence, le CLJ qui m'a permis de me joindre à vous, et nos intervenants pour la richesse de leurs propos, et vous, Mesdames et Messieurs les députés, pour votre présence. En France, malgré les nombreuses restrictions imposées par le gouvernement, une génération de jeunes se lève désormais pour faire face à ces groupes qui menacent chaque jour la vie des enfants à naître. Cette génération, c'est la génération pro-vie. Leurs nombreuses actions pour s'opposer à l'allongement de l'avortement, pour remettre en question l'avortement en tant que tel, ont de plus en plus d'impact sur la population. C'est dans cette continuité-là que nous avons décidé de créer au sein de la Marche pour la vie un camp de formation, la Le Jeune Academy, qui débutera dès cet été pour aider les jeunes à lutter contre la désinformation que nous avons évoquée durant cette conférence. Ces jeunes sont un espoir pour notre pays. C'est pourquoi il est extrêmement important que nous les aidions dans leur combat, que ce soit en les formant, en les encourageant ou en les accompagnant. Si nous avons bien conscience que la jeunesse est dans notre camp, il ne faut cependant pas négliger le pouvoir de nos adversaires qui ont pour beaucoup d'entre eux le soutien des politiques. Nous vivons en permanence sous la menace de la loi qui nous interdit d'aider une femme à ne pas avorter. Malgré ces tentatives de nous bâillonner, nombreuses sont les femmes qui nous contactent et qui viennent nous voir dans la rue pour nous raconter leur vécu. Nombreux sont également les hommes, ces pères oubliés à qui on impose l'avortement, qui regrettent de ne pas s'être plus interposés. En effet, en France, un homme ne peut pas avoir son mot à dire sur la mise à mort de son propre enfant. Les psychologues s'étonnent d'ailleurs de voir autant de couples se briser, de voir autant de violence dans les familles, mais comment veulent-ils qu'une femme soit stable si la mère peut décider à elle seule de la vie ou non des enfants qu'elle porte? Il est également urgent d'intervenir dans les écoles, d'éduquer nos citoyens non pas être de bons avorteurs, mais être responsables dans les actes qu'ils posent. Une jeune collégienne m'expliquait avoir été virée en pleine audition alors même qu'elle récitait un poème qu'elle avait composé en hymne à la vie naissante. Leur idéologie est telle qu'ils redoutent un hommage composé par une adolescente de 14 ans. Plus ces jeunes me contactent, plus je constate que ces lobbies ont peur. Et c'est cette peur qui a conduit le président Emmanuel Macron à soutenir de tels propos devant le Parlement européen. Ils craignent en effet que l'homme ne soit plus le maître et possesseur de la nature. Ils craignent que la boîte Pandore qu'ils avaient ouverte avec l'avortement ne se referme à tout jamais. Sans l'avortement, la recherche embryonnaire, le racisme chromosomique, l'eugénisme, la GPA, la PMA et même l'euthanasie seraient à tout jamais bannis de nos sociétés européennes. En effet, sans avoir réduit l'être humain in utero à un amas de cellules, à un objet manipulable, destructible, la manipulation ou le marché de l'embryon n'aurait pu être possible. Quant à l'euthanasie, elle est en parfaite continuité avec cette loi qui justifie la peine de mort des humains en fonction de leur stade d'évolution ou de leur productivité. Après avoir qualifié nos enfants d'amas de cellules, ce sont nos parents, les personnes plus âgées que l'on déshumanise en les qualifiant de légumes. Il est donc nécessaire que nous agissions au plus vite. Merci à tous les intervenants pour leur riche contribution. Je rappelle que des ouvrages sur ce sujet de la prévention de l'avortement sont disponibles en français et en anglais à l'entrée de la salle. N'hésitez pas à en emporter. Par ailleurs, les vidéos des interventions seront mises en ligne sur les chaînes YouTube de l'ECLJ la semaine prochaine. Enfin, si vous souhaitez contacter les intervenants, le CLJ est à votre disposition pour vous donner les coordonnées de ceux-ci.